Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, on reçoit Rémi Couture. On a eu la chance d'avoir une belle discussion avec lui, discuter de ses projets en cours et à venir. Mais avant, on va rejoindre Éric Arsenault qui va nous dire les nouvelles de ce mois-ci. Hey, bonjour vous deux. Salut Éric. Comment ça va? Ça va. Non, mais tu sais, tout en même temps. Gardez-vous une gêne, là. Calmez-vous. Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Oui, ça va très bien. Bon. Écoute, ça va très bien moi-même aussi. Bon. Ça, c'est pas merveilleux? Merveilleux. Hey, je veux, avant que je commence les petites nouvelles vite, je veux juste vous parler rapidement. J'ai commencé, c'est tout frais sorti d'aujourd'hui. Nous, on enregistre, on est le 30 avril. Un jeu à la PS5, c'est une exclusivité que je vais faire la critique bientôt. Ça devrait sortir le temps que je joue. Mm-hmm. Comme que j'ai joué avant. Returnal, c'est comme un science-fiction horreur un peu, Okay. un espèce de roguelike, là, tu sais, que tu meurs, dans le fond, tu fais des cycles et tu meurs et tu reviens. Bref, c'est super beau, pour ce que j'ai vu pour l'instant. Mais si vous avez la chance, essayez-le. Moi, pour l'instant, ma première petite impression de 30 minutes, j'ai vraiment aimé ça. Je vais retourner tout de suite après. Mais je vais faire une critique plus longue bientôt dans horreur.québec. Et tout le monde qui a la PS5 garagée. Ben, écoute, je vous dirais, écoute, là, j'avoue que les jeux, je vais vous le dire, là, c'est assez cher, là, ça frôle le 100 $. Sinon, écoute, attendez ma critique si vous voulez l'acheter. Mais pour l'instant, je suis très content. Je suis un peu excité, ça paraît pas, là, vous me voyez pas, mais je suis pas mal. Bref, j'enchaîne avec les nouvelles. Et là, je vais enchaîner avec un film qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai vu à Fantasia en 2018. Et probablement 2018? oui, quand même. Et probablement personne n'a vu. Non, je dis personne, à part les gens dans la salle. C'est Profile. Du réalisateur Timur Bekmambetov, qui nous a donné Night Watch, Day Watch, Wanted, Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Oui. Et il était venu lui-même en 2018. Donc, il s'est servi. En fait, cette année-là, 2018, à Fantasia, on a eu 3 films avec le. Je ne veux pas me tromper, avec le Screen Reality. En fait, la réalité à l'écran. Bref, c'est que tu vois un ordinateur. C'est tout se passe sur un écran d'ordinateur. Oui. je cherche une traduction. Qu'il y avait Unfriended. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. T'es bonne. Écoute, un morceau de robot pour toi. Bref, il y avait Unfriended, c'était Dark Web. Ouais. Et il m'en manque un. C'est Searching. Oui. Que j'ai critiqué aussi. Tu sais, Unfriended, c'était quand même pas si mal, mais j'ai trouvé meilleur que le premier. Et Searching, c'était un très bon trailer aussi. J'avais bien apprécié. Je vais mettre mon petit grain de sel pour Unfriended. T'avais pas aimé ça, toi? Non. Moi, j'avais trouvé le concept vraiment cool. Le concept est intéressant, mais j'ai trouvé que ça tombait trop dans le cliché, si on compare avec Host, qui est... Oui, ben, tu sais, Host utilise la même technique. Oui, Host, moi, on en a parlé déjà, puis c'est dans mon top, là. Mais Profile est encore... Moi, à date, c'est pas mal mon meilleur. Avec Host aussi, là, mais Profile, c'est différent. Pourquoi là, vous dites, veux-tu même dire pourquoi tu parles de Profile? C'est parce que là, on a annoncé qu'il va sortir en salle au mois de mai, en fait, le 14 mai. OK. Donc, 2 ans plus tard. 3 ans plus tard. 3 ans, ouais, c'est vrai, 3 ans. 3 ans plus tard. Moi, en fait, moi et mon copain, on avait trippé ben raide sur le film. On avait écouté l'entrevue après. Il avait fait un Q&A après, super intéressant. Et là, on se disait, on va-tu pouvoir acheter le film? Et là, ben, en tout cas, il y a de l'espoir parce que le film n'était pas distribué nulle part. Donc,
surveillez au cinéma. Les cinémas devraient être encore ouverts, là, je peux pas croire. Ouais. Le 14 mai, je pense pas que ça ferme. On se croise les doigts. Ah oui, je sais. Puis là, vous dites, c'est quoi Profile? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça suit une journaliste britannique infiltrée dans sa quête pour appâter et exposer un recruteur terroriste via les médias sociaux, tout en essayant de ne pas se retrouver aspirée par son contact et inciter à devenir elle-même une militante extrémiste. Oui, je me rappelle que j'avais vu C'est super bon. trailer. Moi, c'est basé sur le livre In the Skin of Jadis, écrit par une journaliste française sur le pseudonyme Anna Erel pour protéger son identité. Et ça met en vedette Valine Kane qui jouait dans Rogue One. Et écoute, je vais me citer moi-même parce que c'est moi qui ai fait la critique. Oui, c'est ça, tu sais. Puis je trouve que écoute, bon Dieu, on dirait que je me vante, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça définit bien. Ce que je pensais, c'est que Profile se définit comme une incursion fascinante et palpitante dans le monde journalistique, magnifiquement bien rendu. Impossible de ne pas être sur le bout de son siège, tout le long de ce thriller fort réussi. Mais écoute, je ris là, parce que je me quote moi-même. Mais c'est vrai, c'était hyper bien réalisé. On est sur le bout de notre siège vraiment tout le long. C'est bien stressant et ce que je trouve aussi fascinant, c'est que le recruteur terroriste, il est hyper charismatique. Vraiment, là, tu te dis, hey, je comprends pourquoi elle tombe en amour. Tu sais, pas qu'elle tombe en amour, mais elle est charmée par ce gars-là. Il a vraiment un pouvoir manipulateur, dans le fond. Bref, écoutez ça, allez voir ça au cinéma. Si vous pouvez, j'imagine que ça va sortir éventuellement en DVD, j'ose espérer. Mais ça vaut vraiment la peine. Écoute, j'en ai pas mal parlé finalement, mais. Mais c'est bon, c'est noté, puis tu nous l'as bien rendu. Oui, mais ça vaut. Tu sais, puis là, tu sais, on parlait de Chloé tantôt de Host, là, on n'est pas tout dans le même registre, mais les deux sont pas mal dans mes tops. Je vais aller voir ça. Reality. J'aime ça, moi, ces films-là. En tout cas, j'en veux plus. Ouais, j'aime bien ça. Mais comme on dit autrefois, c'est vraiment le renouveau un peu du fan footage. Oui, puis, tu sais, dans le fond, c'est pas mal, surtout là en pandémie, c'est pas mal l'histoire de nos vies d'être tout le temps devant l'ordi. Fait que ça rend la chose encore plus immersive. Oui, c'est pas bien dit. Tout à fait. Bon, écoute, je vais. Est-ce que vous êtes des fans de Dexter, vous autres? Avez-vous écouté Dexter? C'est la plus longue série que j'ai écoutée. Parce que je suis pas une fan de longues séries, mais Dexter, je l'ai écouté au complet. Mais ça m'a pris, je pense, 4 ans. OK. Raphaël, toi, est-ce que tu l'as écouté? Moi, je vais me retirer de la conversation. Je n'ai jamais écouté un et seul épisode de Dexter. OK. Tandis que moi, je suis entre les deux. J'ai écouté 2 saisons de Dexter. Dans le fond, Chloé, tu vas être mon pouls, tu vas être ma référence. Parfait. Parce que, tu sais, en tout cas, moi, c'est ça, je me suis pas rendu jusque-là. Bref, si vous êtes curieux, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a un teaser. Où est-ce qu'on voit Dexter? Parce que Dexter, dans le fond, ça. Écoute, puis là, je pense que si vous ne voulez pas savoir la fin, là, c'est le temps peut-être d'arrêter, de passer peut-être 2-3 minutes, là, juste pour être sûr. Mais là, Showtime, le poste télévisé, ramène Dexter cette année pour une seule et unique saison. C'est une espèce de revival. Et dans ce teaser-là, on voit Michael C. Hall dans la peau du personnage du tueur en série iconique. Parce que là, si vous ne le savez pas, si vous avez dormi sous une roche ou peu importe, si vous êtes dans le coma pendant 25 ans, Dexter, il travaille pour la police et c'est un tueur en série la nuit, si je ne me trompe pas. Non, le jour aussi. Le jour aussi. Le jour, oui. Non, il y a-tu le temps de travailler pendant ce temps-là? On se le demande, des fois. c'est ça. Bref, écoute, je résume ça, assez sommairement, là, mais bref, c'est ça qu'on suit. Et là, il fait un retour. Puis là, ça se passe 10 ans après la disparition de Dexter Morgan dans l'œil de l'ouragan Laura. Le revival voit maintenant les personnages vivre sous un nom d'emprunt dans un monde loin de Miami.
Parce que ça se passait à Miami, là, si je ne me trompe pas, sous les tropiques. Oui, ça m'a donné envie d'aller visiter cette ville-là, d'ailleurs. Ah oui? Je vais t'interrompre un petit peu parce que je tiens à dire que la fin de la dernière saison de Dexter, c'est probablement la fin la plus décevante de toute l'histoire des séries. Écoute, c'est ce qu'on dit. Hein? J'écoute les gens là, et apparemment, c'était vraiment de la boîte. Ah, c'est la pire fin que j'ai vue de ma vie. Ils auraient pu aller dans plein de directions, puis je comprends pas pourquoi ils ont choisi celle-là. Ben écoute, ça arrive. Écoute, je sais pas, je fais un parallèle peut-être avec Games of Thrones aussi, que ça a fait une tollée, la fin. Tu sais, j'ai l'impression que les fins de série importantes, ou en tout cas qui ont duré longtemps, ont vraiment de la difficulté à boucler. Mais Game of Thrones, au moins, c'était assumé. La fin de Dexter, c'est pas assumé, ni figue ni raisin. Tu vois qu'ils ont comme laissé une porte ouverte, mais c'était pas nécessaire. Okay. Mais là, il revient après 10 ans. Ouais. Donc, tu vas peut-être enfin avoir droit à la conclusion dont tu rêvais. Peut-être. Bref, en fait, Chloé, toi qui es l'experte en Dexter, est-ce que tu es excitée? Est-ce que tu as vu le petit teaser de 30 secondes? Ben, j'écoute de moins en moins les teaser trailers quand je sais que je vais écouter soit la série, soit le film. Mais je t'assure, on ne voit pas grand-chose. Là. OK. Ben, teaser, en général, non. Donc, bref, je ne l'ai pas écouté, mais c'est sûr que je vais écouter la nouvelle saison, c'est sûr. Écoute, tu nous en parleras. Absolument. Je suis curieux tu sais, puis on s'entend, ma gueule, c'est hard, il est cute comme un cœur. C'est vrai. Moi, je le connais bien à cause de 6 Feet Under, mais... Ben, moi aussi. C'est ça. En tout cas, bref. Pas pour les mêmes raisons, mais bon. Je vais enchaîner, si vous me le permettez. Oui. Là, on est en pandémie. L'été s'en vient. Ça risque d'être moins pire. Ça risque... J'ose espérer qu'on va avoir plus de j'ose pas dire liberté, mais plus d'activités à faire. Ouais. Mais en attendant, on a toujours les bons vieux Netflix de ce monde. Donc, je vais vous parler un petit peu des nouveautés horreurs qui s'en viennent pour le mois de mai. Êtes-vous excité? Oui. Oui, écoute, j'ai senti Chloé. Je vais commencer par Netflix. Merci, Marc Vauclair. Il a survolé pour nous pas mal tous les services. Merci. Prière au Dieu de l'horreur. Oui. Je sais, mon Dieu. Hein? Je le prie à tous les jours. Écoutez, c'est Netflix qui va avoir le plus de trucs intéressants. On commence avec un true crime, un documentaire de The Son of Sam, Descent into Darkness. OK. Pour ceux que ça intéresse. Il y a un nouveau Alexandre Adja. Yes! Oui, yes, mais ça. Je ne peux pas être plus fan d'Alexandre Adja. Ben moi, je l'aime bien aussi. Est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qu'il a fait? Oui, son plus récent, c'est Crawl. Oui, excellent. Moi, j'ai adoré ça. J'ai vu ça au cinéma. Et très bon film de crocodile ou alligator? En tout cas, crocodile, j'imagine. Je ne me souviens plus la différence entre les deux. Ouais, moi, mon chouchou, c'est Hearts avec Daniel Radcliffe. Hey, je l'ai pas vu. Il y a des cornes de diable. Ouais, je ne l'ai pas vu celui-là. Moi, c'est sûr que Haute Tension m'a marqué. Haute Tension, oui, clairement. Pendant longtemps. Quand même, puis moi, j'avais bien aimé Hills Have Eyes, son remake. Ouais, son remake. C'était quand même pas pire. Dans la vague des remakes de classiques, c'était un qui s'en sortait le mieux, selon moi. Ouais. Mais d'accord, ça va sortir le 12. C'est un original Netflix, le 12, Oxygène. Écoute, moi, je suis vraiment excité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on annonce la 4e saison de Castlevania qui va sortir le 13 mai. Ça, j'ai très hâte en fait, c'est la dernière en plus saison. C'est final bâton. On n'en parle plus après. Mais c'est une série qui m'a grandement surpris. J'ai fait les 3 saisons. J'ai fait les critiques des 3. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Vraiment, là, étant fan en plus de la série. C'est un fichu bon divertissement. Puis pas mal gore. Oui. Quand même. Oh. Pour l'animation. Ouais, puis ça, tu sais, Dracula des sentiments, là, c'est cute, là. Quand même, non, mais ça s'écoute super bien. Vraiment, là, si vous n'avez pas eu la chance avant que ça, dans 2 semaines, vous avez le temps de vous taper les 3 saisons, c'est pas super long. Non, ça, c'est des courtes saisons, il y a très peu d'épisodes.
Oui, tout à fait, tout à fait. On a aussi la deuxième série d'anthologie, le volume 2, si je devrais dire, de Love, Death and Robots, oui. que moi, je n'ai pas vu. Avez-vous vu? Oui, la saison 1. Bon, ça vaut la peine ou... Oui, vraiment, c'est vraiment Okay. original, puis il y a vraiment c'est différentes approches. Évidemment, c'est le principe d'une anthologie. Là. Il y a plusieurs types d'histoires puis de genres, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Là. C'est vraiment très, très bien fait. Cool. Il y a le thriller The Woman in the Window aussi que j'attendais aussi. J'ai très hâte de voir ça. Lui, je vais vous dire, il sort le 14 mai, bientôt. Okay. Et le fameux Army of the Dead de Zack Snyder, qui s'annonce être explosif. Ouais. Puis lui sort le 21 mai. Mais je vais juste mentionner aussi, c'est pas une nouveauté, là, mais ça va être disponible. Puis je pense que pas mal tout le monde l'a vu, mais Annabelle Comes Home va sortir le 17 mai sur Netflix. Moi, ça m'a grandement amusé. Oh, j'ai eu la chienne que je l'ai vu au cinéma. C'est mon Annabelle préférée. Oui, ben, écoute, je pense que oui aussi. J'avais beaucoup aimé le deuxième, le premier, mais ouais, j'ai vraiment eu du fun noir. Et à un moment donné, je m'étais dit que je sortirais de la salle, là, tellement j'avais la chienne. Ben, le deuxième, j'ai pas été capable de le regarder en face. J'étais allée le voir au cinéma. J'ai regardé à un point en bas de l'écran tout le long. Il y avait ben trop de jump scare. Hey, mais tu sais qu'on va se faire pitcher comme des tomates. C'est pas terrible. Je sais que en fait, j'ai l'impression que les Annabelle divisent pas mal. Soit que t'aimes ou soit que t'aimes pas. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas trouvé que c'était effrayant. Sauf que c'est les jump scares. Je suis nerveuse. Je fais ça à rien. Fait qu'à chaque fois, j'étais comme tu sais, à un moment donné, mon cœur tient pas, là. Moi, je l'ai écouté dans ma chambre, tout seul, comme un grand. Et j'ai un espace entre en dessous de mon lit, dans le fond, là, et j'ai eu la chaîne level de pied à terre. Bref. Des mots de thérapie, ça aussi. Mais Netflix, c'est vraiment le service pendant le mois de mai qui offre le plus de trucs intéressants. Crave, il y a The Purge, Your Next, qui moi m'avait un peu déçu, qui avait sorti en 2011. J'avais trouvé ça correct. Sinon, il y a Amazon Prime qui, on peut écouter sur Amazon Prime le Craft de Legacy, le très mauvais. Et là, ils mettent disponible The Craft de 96, qui est beaucoup mieux. Il se rachète un peu comme ça. Oui, c'est ça. On dirait que c'est comme pour se faire pardonner, parce que l'autre, c'est ouf que c'était mauvais. Ensuite, on a Arrow à Canada. Moi, c'est un service que je fais abonner. J'avoue qu'il faudrait peut-être que je le fasse, qui présente un film en primeur, Trees Old, deuxième long métrage de Powell Robinson et de Patrick R. Young, que je ne connais pas du tout. Mais là où est-ce que c'est intéressant, c'est que le film a été improvisé et tourné sur 2 iPhones au cours d'un road trip de 12 jours avec un équipage de seulement 3 personnes. Je pense que j'en ai entendu parler de ça. Donc, écoute, abonne-toi à Arrow. Il doit avoir un service gratuit pendant une semaine. Une semaine, c'est ça. Écoute, les résultats sont décrits comme un thriller psychologique inventif avec des allusions au surnaturel qui rappellent les classiques cultes indépendants tels que Kill List de Ben Whitley et Resolution de Justin Benser et Aaron Moorhead. Paraît que c'est prometteur. Donc, si ça me tente, puis j'ai plein de classiques, là, les Demons 1, Demons 2, hey, my God, mon anglais, Reflecting Skin de 90, et j'en passe. Mais de toute façon, je sais que j'en passe des bouts, là, mais la liste reste disponible sur horreur.québec. Et je termine avec Shudder. Oui, Shudder, le service en ligne par lequel on n'est pas payé d'ailleurs. Non, pas du tout. On m'a posé la question parce que mes recommandations viennent toujours de Shudder. D'ailleurs, ma recommandation va venir de Shudder encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment mon service de prédilection, pardon. Fait que,
Mais non, on n'est pas commandité, malheureusement. Non, mais c'est effectivement, c'est un très bon service. Ouais, à moins que vous ne compreniez pas l'anglais. Ou à tout le moins, si vous avez besoin de sous-titres, ils ne sont pas toujours disponibles. Moi, des fois, je les ai sur ma Fire Stick d'Amazon, mais sinon, écoutez, appelez, je pense que c'est quoi là, pour un cours d'anglais, faites de quoi? 254-6011. Ah, merci, c'est ça que je cherchais. Bref, mais il va rester un peu mémorable, mais il y a le film Fred Barry, qui a joué à Fantasia. Je pense le dernier Fantasia, si je ne me trompe pas. Oui, Fried Barry. Fried Barry. Excuse-moi, écoute. Je suis fatigué vendredi, j'ai ma semaine de l'encore. Laissez-moi tranquille. Film, Fried Barry, d'ailleurs. Comment? Excellent film, Fried Barry. Ah, okay. Oui, c'est tout un trip d'acide. Moi, ça ne m'inspirait pas. Je vais peut-être lui donner une chance. Autre film que vraiment divisé et que moi, j'ai adoré et que, mon Dieu, personne n'a pas aimé tant que ça. Le dernier de Neil Marshall, The Reckoning. Je n'ai pas encore écouté. Mais c'est ça, vu qu'il est sur Shudder, je n'aurai pas le choix. On dirait un épisode de Games of Thrones. Mais bon, moi, j'ai bien aimé ça, mais écoute, je me suis fait pitcher des tomates, puis des patates, puis tout ce que tu veux. Et il y a aussi le Psycho Gorman de Steven Kosinski. Qu'on a reçu au podcast au premier épisode. Oui, tout à fait. Qui va être là. Il y a Sator, je ne sais pas si je le dis comme il faut, de 2019, que je jouais à Fantasia aussi, qui, selon plusieurs, dont Marc-Antoine d'Horreur Québec, est un film à voir. Donc, lui, il sort le 10. Puis, je regarde ça, puis c'est pas mal, ça fait pas mal le tour. Très cool, des belles sorties. Non, mais là, il ne faut pas vous dire qu'on ne vous donne pas des bonnes suggestions. Ouais, non, clairement. c'est ça. Puis, allez voir Profile, là, le 14 mai au cinéma. Courez voir ça. Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Bienvenue dans le second segment de notre balado qui est sur le thème du gore pour ce mois-ci. On a un invité de marque, Rémi Couture. Rémi Couture, connu déjà beaucoup de tout le public d'Horreur Québec, notamment à cause de son histoire épouvantable qui est arrivée il y a une couple d'années. C'est un petit peu qu'il a mis récemment pour le grand public, même si je suis certain qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissaient déjà son travail avec Inner Depravity. Fait que, salut Rémi. Salut Raphaël, ça va bien? Ça va bien toi? On va pas faire un podcast aussi qu'on va juste reparler de ton histoire parce que de toute façon, ça a été raconté maintes et maintes fois, notamment pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir le documentaire de Frédéric Maheu, Hors crime, ou encore vous procurer le livre que tu viens de sortir. D'ailleurs, on va en parler un petit peu, qui s'appelle Maquilleur de l'horreur, quand l'art devient criminel. C'est un livre que tu as coécrit avec Charles-André Marchand. Puis ça raconte vraiment les dessous de ton histoire, un peu de ton point de vue, comment ça s'est passé. Tu avais déjà beaucoup parlé de la chose en entrevue, mais là, tu es vraiment allé en profondeur. Puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que c'est quand même presque une étude de la réception de ton procès, au travers des médias, puis comment ça a été véhiculé, autant en bien qu'en mal. Puis je me demandais, c'est quoi un peu le processus qui t'a amené à avoir envie d'écrire ton histoire comme ça? Pourquoi, justement, en 2020, tu as décidé que tu voulais raconter sous forme de livre exactement? Bien, pour répondre, c'est même pas, ça venait pas de moi. C'est des éditions ADA qui m'ont approché, puis ils m'ont demandé si j'étais intéressé d'écrire sur mon histoire, justement, ma façon, ma perception, la façon que j'ai vécu, puis un peu les dessous en coulisses aussi. Puis c'est sûr, au début, j'étais peut-être un petit peu, j'hésitais, mais après mes réflexions, j'ai décidé, OK, d'y aller de l'avant. Donc, moi, c'est sûr que le livre, c'est avec Charles-André. On s'est rencontrés plusieurs fois. Il m'enregistrait, je racontais toute mon histoire. Donc, lui, ensuite, il a écrit une partie du livre. Ensuite, on s'est relancé tout le temps les brouillons pour justement finaliser puis peaufiner. Mais c'est ça, l'idée était quand même intéressante, mais c'est ça, j'aurais peut-être jamais eu l'idée d'écrire un livre parce que pour moi, c'est sûr que mon histoire, comme tu as dit, je l'ai répétée des millions de fois, donc je ne voyais pas la nécessité de le répéter encore, mais en même temps,
les éditions ADA ils m'ont comme incité à l'écrire parce que justement, il y a des gens qui connaissaient pas l'histoire, puis en même temps aussi la raconter à ma façon, tu sais, comment moi je l'ai vécu, puis mes proches, etc. Donc, en même temps, faire un peu, tu sais, le procès, c'était surtout, le procès que j'ai eu, il a fallu que moi, je fasse valoir la démarche artistique de mon travail, car eux, ils niaient le fait que c'était de l'art. Tu sais. Donc, aussi, dans le livre, je pouvais amener, comment je peux expliquer, c'est comment que j'ai débuté, puis tu sais, au début, comme dans le livre, tu l'as lu, ça a été super, très amateur. On est une gang de chums, on boit une coupe de bière, puis j'ai un peu de latex avec moi, puis hey, let's go. On fait des photos sur le coin de la table de même. Puis on réussissait tout le temps justement à avoir des sujets, un rendu qui est quand même assez glauque. Puis ça, c'est parti de façon tellement spontanée, amateur. Puis ça, justement. Donc, je voulais montrer aux gens que toute la démarche artistique qu'il y avait derrière ce projet-là, puis tout ce qui en a découlé aussi. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, les gens, ils ont beau connaître ton histoire, mais ils n'étaient pas assis dans la salle d'audience quand tu as eu à tout prouver ça. Puis, fait que beaucoup de gens, je pense qu'ils ont comme juste su la nouvelle que tu as été blanchi des accusations, mais le processus de comment c'est arrivé, c'est presque aussi intéressant de comment tu as été accusé. Et puis arrêter aussi, c'est assez traumatisant comment ils t'ont fait ça avec les policiers puis tout ça. En tout cas, puis Ada aussi, ils ont été visés par la poursuite aussi liée avec Yvan Godbout. Puis je me demandais, quand toi, tu as vu ça arriver, ça t'a-tu fait revivre un petit peu ton expérience? Sérieux, j'étais vraiment déçu parce que je me disais, OK, avec mon procès, la couronne a eu l'air une gang d'épais un peu, si on veut dire. Là. Puis de mettre au banc des accusés un artiste, puis mettre son œuvre sur le banc des accusés aussi. Moi, je m'étais dit, OK, mon cas j'ai peut-être été un bouc émissaire, mais en même temps, j'aurais peut-être servi comme exemple, comme justement pour faire en sorte que ça se reproduise plus. Donc, quand j'ai vu la nouvelle avec Yvan, mais là, je me suis dit comme finalement, la justice n'a rien appris de ça. On met encore un artiste, un écrivain sur le banc des accusés pour son œuvre qui déplaît encore là à une minorité de personnes. Tu comprends? Il s'agit d'une personne qui est offensée, puis il décide de porter plainte, puis la machine, elle se met en marche pour une seule personne. Dans son cas, à lui, c'était une seule personne, puis dans mon cas, à moi, c'est une plainte qui venait de l'Europe. Mais c'est comment que la justice accorde autant d'importance à une seule plainte, une seule personne qui est offensée, puis toute cette machine-là, après, c'est dur de sortir de là, tu comprends? C'est une fois que c'est l'engrenage et t'es pris dans l'engrenage, t'as pas le choix. Dans le cas d'Yvan, il était chanceux d'une certaine façon, entre guillemets. Il s'est évité un procès, mais le procès, c'est quelque chose qui, tant qu'à moi, c'est de la violence psychologique de A à Z. Ça, c'est la chose la plus... on s'en rend vraiment conscient en lisant ton livre, justement, c'est que l'excuse du débat de société a été beaucoup sortie dans tout ça, mais c'est un débat de société qui se fait aux dépens d'artistes et d'individus, genre qui eux, ils vivent d'une manière personnelle, là, veux pas. C'est toi de te faire comparer à genre les Corico Magnotta, puis je veux dire, c'est horrible. Et en même temps qu'on se serve des tribunaux pour débattre d'un travail artistique, tu comprends? Si le travail artistique, il peut être certainement c'est à discuter, tu sais, c'est selon les goûts. Certaines personnes peuvent ne pas aimer, c'est chacun son droit d'aimer ou pas, mais de se servir des tribunaux pour venir débattre du goût ou de la démarche artistique, les tribunaux ne devraient pas servir à ça, tu comprends? Mais bon, on ne va pas le procès des tribunaux, mais la justice au Québec, des fois, elle lâche un peu, elle l'échappe. Puis avec Yvan, elle l'a échappé doublement. Puis j'espère, en tout cas, on ne dit jamais 203. Je ne sais pas ça va être qui le prochain, mais c'est un peu déplorable. Il y a eu Mike Ward aussi, fait qu'on peut dire que ça fait 3, que c'est fini. on l'espère, parce que c'est ridicule, tu comprends? Tout ça, c'est une perte d'énergie, une perte de temps, une perte d'argent aussi, parce que pas les tribunaux, ça coûte beaucoup d'argent. Dans le cas de Mike Ward, lui, c'est au civil, c'est un peu différent, tandis que quand c'est au criminel, c'est un autre
un autre registre, là. Mais encore là, c'est ça. On va souhaiter qu'il n'y ait plus aucun artiste qui ait à passer à travers ça parce que ça donne quoi au bout de la ligne, tu comprends? On revient au point, dans mon cas, j'ai été acquitté sur ce qui est de IFAN, il n'y a pas eu de procès, la couronne, finalement, le procès en tant que tel était comme un peu injustifié. Donc, au bout de la ligne, c'est juste, tu fais mal à des gens, c'est ça. C'est une violence psychologique, là. C'est une attaque psychologique tant qu'à moi. Puis revenir contre eux, c'est une autre histoire. Tu sais, les gens ont souvent tendance, moi, souvent, ils m'ont dit, pourquoi tu reviens pas contre la couronne? Mais c'est parce qu'il faut que tu prouves qu'ils ont été de mauvaise foi. Ouais. Puis comment prouver que la couronne ont été de mauvaise foi, là, tu te rembarques dans des procédures judiciaires qui finissent plus, tu comprends? Donc, déjà que ton procès était kafkaïen, là, te ramasser à te battre contre la couronne, ça serait... Ouais, avoir été millionnaire, je l'aurais fait. Ouais. Avec un procès coûte plus que 30 000 $, donc je me suis abstenu. J'étais comme juste content d'avoir gagné puis tourner la page. Donc, ça résume un peu le pourquoi que je voulais pas écrire, que j'avais jamais pensé à écrire de livre, mais que ADA, finalement, m'ont montré un peu le côté positif d'écrire le livre, puis les répercussions aussi. Là, c'est quand même... beaucoup de gens, ça les éclairait aussi. C'est des gens qui avaient suivi un peu mon procès dans le temps. Puis le titre qui est horrible, le maquilleur de l'horreur, parce que c'était les médias qui m'avaient surnommé comme ça. Puis moi, je trouvais ça comme horrible. Je trouvais ça comme drôle en même temps. Mais là, ça, tout le monde dit, OK, mais il y a beaucoup de gens, si on marque juste Rémi Couture, le procès, quand l'art devient criminel, ils feront pas l'association. Donc, en mettant le titre maquilleur de l'horreur, les gens qui ont suivi vaguement dans le temps, ils vont faire le lien. Mais... le rapprochement. Ouais, c'est ça, parce que toi, t'es un artiste de maquillage et d'effets spéciaux. Tu t'es fait connaître dans l'horreur, mais t'as pas juste fait ça, évidemment. Je pense que beaucoup de notre public te connaîtra ton travail dans l'horreur, c'est sûr, avec Patrick Sénécal, notamment, là, sur sa série qui vient de sortir, puis La Reine Rouge aussi dans le temps, puis même tes films plus indie, genre Discopathe de Renaud Gauthier. Ouais. Mais tu travailles aussi sur plein de trucs, là, genre des trucs plus soft, des fois. Là. Je sais que tu as travaillé avec Claude Pelgag pour des clips, puis Bon Enfant aussi. Bon Enfant, je suis un gros fan, by the way, c'est mon album de 2020. Mais c'est comment justement travailler avec des trucs un peu moins macabres comme ça, puis c'est comment de dire que le monde pense à toi pour ça aussi à cette heure-là? Non, mais c'est bon parce que, tu sais, oui, je me suis fait connaître avec Inner Depravity, puis on s'entend que, bon, je voulais mettre la sauce, la gomme, moi, mais aujourd'hui, tu sais, je consacre plus de temps justement à des projets personnels de même parce que bon, j'ai tourné un peu la page là-dessus. Mais c'est ça, c'est ce qui est le fun, c'est je fais de l'horreur, mais je m'arrête pas juste à de l'horreur aussi. Hein. J'ai travaillé pour bien des publicités, comme mettons le CAM pour la leucémie, où est-ce qu'il fallait que je fasse des enfants qui étaient sans cheveux, ou ben je fais pour la Croix-Rouge aussi, pour une femme qui a le cancer. Plus de cheveux, plus de sourcils. Donc, tu sais, ça m'amène à faire des choses en effets spéciaux, dans le fond, pour pas que ton taille juste non plus une spécialité. Il faut que tu sois quand même assez ouvert à faire plusieurs choses. Sans ça, si tu fais juste du gore puis du sang, mais on s'entend qu'au Québec, c'est pas là que tu vas faire ton argent. Et toi, justement, par rapport à ta place dans le milieu des maquilleurs, des effets spéciaux, tu es autodidacte, je pense. Tu as commencé beaucoup comme par toi-même. Tu n'as pas fait une école en tant que telle. Justement, est-ce que tu es un peu marginalisé à cause de ça ou à cause de ta popularité, justement, tu as réussi à vraiment faire ta place? Non, mais dans tous les milieux artistiques, je pense, c'est un peu difficile, peu importe si tu es allé à l'école ou si tu es autodidacte. On ne se fera pas à croire autant que chez les musiciens, tu peux sortir du conservatoire en musique, puis pas dire que tu vas percer en musique, comme tu peux avoir appris à jouer à la guitare sur le coin d'une table, puis finalement, tu as un band, puis ça pogne. Mais non, c'est sûr que moi, les médias... Moi, j'avais ma job en imprimerie. J'ai été longtemps dans le milieu de l'imprimerie en circuit électronique, circuit imprimé. J'ai été là tellement longtemps. Tu sais, j'en parle justement dans le livre. Puis, je commençais les effets spéciaux. C'était vraiment juste un hobby comme ça. C'est une passion. Puis, Inner Depravity a commencé aussi de cette façon. Vouloir réaliser des scénarios, vouloir appliquer les techniques de maquillage
Dans ce temps-là, j'étais très débutant, donc on s'entend que c'était très, très basique, mais c'est ça. À la longue, j'ai comme appris. Puis, mais c'est sûr que le procès a mis des spotlights, si on veut, sur moi, mais c'est ça, c'est de fil en aiguille, j'ai pogné des contrats à gauche et à droite. Là, aujourd'hui, je ne vis que de ça. J'ai fait une couple d'années, je suis travailleur autonome, puis j'ai mon local, puis je travaille pour autant des séries, des vidéoclips, des courts-métrages, des longs-métrages. Donc, avec la pandémie, tu réussis à quand même continuer de pouvoir travailler quand même un peu, malgré tout. Oui, mais en même temps, c'est sûr que pendant 3 mois, quand l'année passée, quand tous les tournages ont arrêté, quand tout était shutdown, on commençait à tourner Patrick Sénécal, j'étais sur 3 projets en même temps, puis tout a flanché. Ça a été la réalité pour bien des gens. Fait que pendant 3 mois, je crois 3-4 mois, on a arrêté. Puis dès que les tournages ont recommencé en juillet l'année passée, dès qu'on a eu le go, moi, c'est depuis juillet l'année passée, ça n'arrête pas. Puis là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de locations de demi aussi. C'est drôle parce qu'en même temps, voyons la série avec Martin Matt, Les Beaux Malaises, par exemple, dans la dernière série, dans le premier épisode, où est-ce que la mère elle baise avec un gars, puis le gars meurt finalement, mais vu qu'il n'y avait pas le droit de rapprochement, donc il a fallu que je leur ai loué un demi. Ils ont trouvé une personne qui ressemblait, ils ont casté une personne qui ressemblait un peu à mon demi. Fait que, c'est ça, c'est à un moment donné, quand 14, le mort, c'est un de mes demi, mais là, de ce temps-ci, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de locations de demi pour bien des projets, vu justement que la proximité est un peu plus difficile dans les tournages. Ouais, c'est vraiment drôle. Je savais pas que c'était florissant à cause de la pandémie, mais ça fait du sens, dans le fond. Ouais. Mais sinon, c'est sûr que les tournages sont un peu plus difficiles. Les tournages, c'est hyper contrôlé, hyper sévère. Donc, tu as la police du COVID qui est sur les plateaux, puis on change nos masques aux 4 heures, on a une visière, un masque. C'est quand même, c'est pas évident, mais en même temps, c'est mieux ça qu'un arrêt complet des tournages. Mais non, c'est depuis juillet, je dirais, ça n'arrête pas. Là, une série qui sort bientôt, Portrait Robot, avec de Sophie Lorrain, avec Rémi Girard, etc. Donc, j'ai fait des cadavres, cadavres sur une table d'autopsie, etc. Donc, c'est ça. Là, on recommence la série de Patrick Sénécal. Il restait 3 épisodes à tourner. En fait, c'est ça, il en restait 3 à tourner parce que là, ils ont sorti 5 épisodes. Ils vont en sortir 5 autres. Il y en a 2 déjà de tournés qu'on avait tourné justement l'été passé. Puis là, il en reste 3 à tourner. Puis on commence le tournage dans 1 mois et demi. Puis d'ailleurs, je vais inviter un de tes collègues, je pense, sur le tournage. Ah ouais? Cool. J'ai pas été mis au courant, mais c'est le fun. On va voir si c'était... Ah oui, toi, quand tu fais des tournages, justement, comme sur Patrick Sénécal, est-ce que tu es là du début à la fin du tournage? Ou tu es plus dans ton atelier, puis là, tu envoies les affaires, puis... Je te dirais que 3/4 du travail, c'est à l'atelier. Sur le tournage, dépendamment si on a besoin des accessoires, des props que j'ai fabriqués ou les maquillages. Dans Patrick Sénécal, il n'y avait pas beaucoup de maquillage, je te dirais. Je pense que c'est l'épisode avec par infraction, où est-ce qu'un homme rentre dans une maison, puis les enfants, fait qu'il a fallu que je fasse des squelettes, puis il a fallu la petite fille, elle a le cou cassé, une prothèse. Mais sans ça, le reste des épisodes, c'était plus des props, c'est des mains coupées, un mannequin qu'une femme frappe dessus avec un pied de biche, puis le sang revole. Mais c'est sûr, fait que c'est sûr que vu que c'est des petits épisodes d'une demi-heure, souvent c'est 3 jours de tournage. Puis des fois, je suis là juste une journée dans les 3 jours. Mais comme la plupart de mon travail, c'est sûr, c'est le 90%, je te dirais, du travail qui est à l'atelier. Mais comme on a fini une série cet hiver, qui va sortir probablement juste automne, c'est Captif. Donc, c'est un grand brûlé. Je ne raconterai pas l'histoire, mais un des personnages principaux, c'est un grand brûlé. Fait que là, c'est sûr, lui, s'il est là 20 jours sur 50 jours de tournage, il faut que je sois là toutes les journées que je dois le maquiller. Mais, parce qu'il faut que ça soit tout le temps top-notch, j'imagine. C'est pas juste un masque, j'imagine que ça va être vraiment... Non, c'est vraiment toutes des prothèses. Là, c'est 4-5 heures de maquillage à chaque jour. Bon. Justement, en parlant de ton travail de maquilleur, là, on t'a souvent entendu dire en entrevue que tu avais un peu eu ce déclic-là, puis cet amour pour le maquillage-là en voyant le clip trailer de Michael Jackson, puis le making of.
Puis on se demandait justement, est-ce qu'il y a une œuvre après ça qui t'a comme un peu plus poussé vers le côté macabre de tes débuts? Là? Est-ce qu'il y a quelque chose de quoi d'un peu plus dérangeant qui t'a comme aussi inspiré? Là? Mettons, c'est comment c'est fait ton passage de thriller à Inner Depravity, mettons? Ben, je vais te dire, je sais pas si j'en parle dans le livre, je pense que des fois, j'ai omis certaines choses. Le court-métrage de Nacho Cerda, qui est Aftermath. C'est un court-métrage de 1 demi-heure. Je sais pas si tu connais ça. Non. T'as jamais vu ça? Tabarnak, faut que tu regardes ça. OK, ben, je vais faire là tout de suite. Ça, c'est écœurant. C'est Aftermath. Faut pas que tu te trompes parce qu'il y a un film qui s'appelle Aftermath, mais ça, c'est vraiment Aftermath de Nacho Cerda. C'est espagnol. Puis, il avait passé dans le temps à Fantasia. Puis, moi, je l'avais pas vu, mais il avait repassé au cinéma du Parc. Là, je te parle de ça, c'était en 2003, peut-être 2004. Puis, un de mes bons amis, Frédéric, qui me dit, OK, il faut vraiment que tu viennes voir ça, tu vas capoter ta vie. Puis, dans ce temps-là, c'est ça, Inner Depravity, c'était pas encore... dans le fond, c'est carrément ça qui me fait... Tu sais, qui dit, OK, je m'en vais dans cette direction-là. Mm-hmm. Dans le cinéma, les gens partaient, là. Les gens avaient horreur, mais en tout cas, c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans une morgue puis qui décide de s'envoyer un cadavre. Mais c'est vraiment graphique, là. On s'entend que il n'y a pas de suggestion, là. C'est vraiment in your face. Puis c'est d'une violence, là, comme incroyable. Puis ça dure 1 demi-heure, la petite musique classique, tout. Il n'y a pas de vraiment dialogue. Tu entends les bruits, tout, mais il n'y a aucun dialogue. Puis je te jure, les gens se levaient dans le cinéma du Parc. Puis moi, j'ai fait « Holy shit! » C'est exactement ça que je veux faire. Je veux faire vomir le monde. Donc, j'ai commencé... parce que ça a été comme mon initiation. Je savais pas que ce type d'horreur-là pouvait se faire parce que c'est tellement, je dis, mais tu vois ça, c'est tellement graphique, c'est incroyable. J'avais jamais vu dans tous les films d'horreur là, qu'on va voir au grand public, jamais qu'ils vont aller dans cette direction-là. C'est comme too much. Puis ça dure juste 1 demi-heure, donc c'est assez, tu sais, c'est assez, tu comprends? Il n'y aurait pas pu faire un long métrage avec ça, ça aurait été c'est une balle à la fin. Mais non, mais c'est ça. Fait que je suis sorti du cinéma, puis moi, c'était comme j'avais eu ma révélation. J'ai dit, c'est ce type d'horreur-là que je veux faire. Puis c'est sûr que je me suis gardé une petite gêne. Eux sont allés vraiment jusqu'au bout. Là, je t'expliquerai pas, mais je veux vraiment que tu le vois. Oh, ouais. Puis c'est sûr que le web commençait aussi un peu dans ce temps-là, 2004, 2005, je mettais mes photos en ligne, mais c'était pas comme aujourd'hui. C'est sûr, c'était un peu plus... je sais pas comment expliquer. C'était il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas... je pense même MySpace, je pense que ça commençait. Donc, mais en même temps, je savais qu'il y avait des politiques sur Internet, fait que on ne pouvait pas montrer autant de la sexualité comme dans Aftermath, où est-ce qu'on voit carrément. Fait que je l'ai gardé quand même. Tout était suggéré là, dans Inner Depravity lorsqu'il y a une scène de viol, etc., de nécrophilie. On le voit, mais c'est suggéré sans rentrer non plus dans les détails. Puis, mais c'est ça. Mais c'est vraiment Aftermath, je te dis. Là, Nacho Cerda, elle va voir ça. Puis, ils vendent aussi un DVD. Puis, il y a ces 3 courts-métrages. Sont tous différents. Ils sont pas... Aftermath, c'est vraiment... Puis même le comédien qui a tourné... dans une entrevue, je pense même dans le DVD, vers la fin, c'est comme des bonus, puis même pour lui, c'était traumatisant de tourner ça parce que c'est totalement comme insane. Ouais. Donc, j'espère que je t'ai donné la piqûre d'aller le voir. Ben oui, clairement, puis on a tout le temps une section recommandations en fin du podcast, fait que je vais mettre ça dans ma liste de choses à regarder. Yes. Justement, tout ce côté-là, justement, horreur comme plus dérangeante, qui est comme justement faire vomir. Là, durant ton procès, je pense qu'on a beaucoup associé Inner Depravity au courant du torture porn. Là. Genre, tu dis dans ton livre que justement un professeur de cinéma qui est venu en parler pour dire que ça existait comme cinéma, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette appellation-là de torture porn, puis en fait du courant en général? C'est comme beaucoup, c'est qui a émergé un peu au début des années 2000, justement, avec des films comme Décadence et tout ça. Puis, toi, est-ce que tu vois ton travail comme là-dedans ou qu'est-ce que tu penses du courant et du terme en général? Ben, moi, c'est le mot porn que j'aimais pas. Ouais. Premièrement, c'est sûr que je me situe pas mal dans cette branche-là, dans le torture porn, là, dans ce que c'est la définition. Mais j'ai tout le temps eu de la difficulté avec le mot porn parce que, justement, mon procès, eux autres, ils essaient
démontrer que ce que je faisais, ça, c'était pour exciter les maniaques, les nécrophiles, whatever. Tandis que moi, quand j'ai fait ça, c'était comme aucunement dans cette idée-là. Moi, l'idée, c'était écœurer le monde, pas exciter le monde. Fait que le torture porn, je sais que c'est une appellation, mais c'est juste le mot porn qui m'énervait parce que qui dit porn, dit sexualité, dit excitation, blablabla. Donc, puis moi, c'est vraiment pas dans l'optique, mais pas du tout, là, quand j'ai fait mon projet. Même si moi, je faisais des sessions, des photos, dans mes courts-métrages aussi, où est-ce que mon personnage était nécrophile, il baisait la morte, il baisait pendant qu'elle se lâchait. On s'entend que le but n'a jamais été évidemment. Un gars de branle en regardant ça, même si ça peut arriver, mais le rendu là, c'est plus mon problème. Mais c'était pas l'optique de... Ça aidait pas ta cause, finalement. L'appellation aidait pas la cause. Non, mais en même temps, c'est comment je pourrais expliquer, c'est les films qui se situent dans ça, dans la torture porn, non plus, c'était pas, je pense pas qu'il y a personne que leur idée, c'était d'exciter, d'attirer une clientèle qui va les exciter. C'est juste une appellation, mais je me situe là-dedans, oui, mais c'est juste le mot, c'est pas, c'est le mot porn qui me tétille un peu. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a des films là-dedans, mettons, que toi, là, tu nous as recommandé déjà Aftermath, mais est-ce qu'il y a d'autres films que tu nous recommanderais? Eh boy, je n'ai vu plusieurs dans le temps, mais j'ai oublié les titres parce que je n'avais apporté plusieurs aussi pour montrer des extraits. Mais j'ai jamais été très film de ce genre-là. C'était vraiment Aftermath. Moi, j'ai fait, OK, moi, je veux faire ça sans nécessairement être fan de ce type-là. Aftermath, pour moi, c'est le summum. C'est la série au bout du Sunday. Fait que ça me tentait pas de me claquer d'autres films parce que j'étais pas non plus trop là-dedans. Moi, mes classiques, c'est Hellraiser. Puis j'aime bien l'esthétique d'Hellraiser. Mais c'est ça, je n'étais pas porté à regarder. J'ai vu plus tard, c'est quoi là, Serbian film, des trucs de même. Là est-ce qu'on n'est plus dans l'horreur, on est plus dans les trucs détraqués. Mais tu sais, OK, oui, je les ai, c'est pour dire OK, je l'ai, mais dans le sens, pas ma tasse de thé. C'est pas le genre de film que. En fait, je regarde presque pas beaucoup d'horreur. J'imagine qu'à un moment donné, à force de savoir un peu comment ça marche, puis ça doit être plus dur de se faire surprendre. C'est plus le fait que je décroche facilement parce que pendant qu'une scène d'horreur, moi je suis concentré sur wow, comment il l'a fait. Surtout si la scène est super bien faite, c'est comme je vais reculer, je vais le mettre sur pause, je vais essayer de regarder, tu comprends, juste pour essayer de comprendre comment il l'a fait. Donc, c'est ça, je décroche un peu de l'histoire. Fait que c'est pour ça, des fois, j'aime mieux écouter des films de tout autre genre pour être sûr que je suis comme plus. Je me détache puis je me laisse aller. C'est drôle que. C'est drôle que tu parles de Serbian film parce que justement, je voulais aborder le sujet. Il y a comme un débat qui dit est-ce que c'était too much dans le sens que il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas rien, c'est juste pour choquer puis tout ça. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est correct de juste vouloir choquer ou. Non, mais en même temps, l'histoire, on s'entend que c'est fucked up. Là. C'est un gars qui est faut qu'il aille de plus en plus loin. Je pense qu'il ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais c'est quoi? Je pense qu'il se fait il y a des ravisseurs qui l'obligent à faire certains trucs. Puis ils droguent, en fait. Je pense que c'est ça. Puis ils font signer un contrat, en tout cas. Mais tu sais, je sais pas, ça fait kidnapping d'Europe de l'Est, puis ça fait un peu la Hostel, mais une version comme fucking plus trash. C'est dans le tapis. Mais non, je trouve qu'il y a eu du culot quand même, du guts d'avoir abordé cette lignée-là. Mais non, je trouve en même temps. Le tournage, parce que ce qui arrive, c'est que dans un tournage, c'est tellement autre chose. Ce qu'on voit, le résultat final, c'est une chose, mais sur un tournage, c'est totalement l'opposé souvent de ce qu'on va voir. Donc, l'ambiance est probablement aucunement morbide
ça dépend aussi comment que le réalisateur arrive, puis comme c'est quoi l'ambiance, mais tu sais, pour avoir moi, comme ton Inner Depravity, quand je faisais mes trucs, c'est super sadique, mais après, dès que la caméra arrêtait, on riait, on déconnait. Tu sais, je sais pas, c'était convivial au bout. Mais c'est ça, je pense que c'est un élément que le grand public, des fois, ça ne rend pas compte. Puis ça serait peut-être. C'est bien justement que tu as des trucs comme ton livre, justement, pour le vulgariser, parce que des fois, il y a du monde qui a l'impression que si on fait quelque chose de vraiment sadique, ça veut dire qu'on est détraqué ou que. Alors que dans la vaste majorité des cas, c'est totalement l'inverse. Non, c'est une autre chose. Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons une scène de viol, on ne peut pas se le cacher pour les deux, autant pour la fille, la comédienne, ou pour le gars qui simule l'action. Tu sais, c'est sûr que c'est pas. Finis pas la scène en riant non plus. Là. Tu sais, c'est sûr que c'est quelques émotions qui sont intenses, mais après, tu sais, tout dépendamment de l'équipe, mais après, je sais pas, il y a comme le sourire revient, puis l'atmosphère est un peu plus détendue. Mais non, c'est ça. Serbian Film, pour revenir à Serbian Film, c'est sûr qu'il y a eu le courage d'aller dans une direction que je pense que personne n'a jamais été. Tu sais, je pense que j'ai jamais vu aucun film qui pouvait ressembler à ça ou qu'elle a abordé surtout la pédophilie. Puis là, on parle même plus de la pédophilie rendu là. C'est comme totalement désaxé quand le bébé naissant arrive. Rappelle-moi pas ça. Je pense qu'il voulait déranger, mais il a réussi son coup. Mais en même temps, tu sais, c'est le gars, je pense pas. Je sais pas s'il a fait d'autres films, là, mais je pense pas qu'il va faire sa carrière en faisant juste en répétant ce type de scénario-là. Ça serait pas intéressant de toute façon. C'est sûr que c'est pas un film que tu écoutes avec ta première date. Là. Non, clairement. Non. En effet. J'ai passé les 5 dernières minutes du film, là, la main sur le front comme ça. Là. La bouche ouverte à faire « Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? » Ouais, mais je pense que c'était pas mal ça la réaction. Tu vas voir les gens qui vont être comme offusqués, qui vont arrêter de le regarder. Puis moi, j'étais comme « Oh, les fucking shit! » Il y a ça pour moi. J'étais comme « C'est ça. pas ce que j'étais en train de voir. » J'étais comme « Tu ris quasiment tellement que c'est over. On dirait que ton cerveau n'est pas capable d'assimiler ce qui se passe. » Moi, en tout cas, j'avais comme des faux rires. J'étais là, oh, les fucking shit. Puis je riais, tu sais, tellement que c'était un peu absurde. Là, c'est over the top, comme on dit. Ouais. Mais t'as eu des réactions comme ça un peu, toi aussi, là, quand t'as présenté tes courts-métrages. C'est ce que tu racontes justement, qu'il y a du monde qui sortait et qui était vraiment fru aussi. À spasme quand j'ai. Ouais. Mais c'est un peu la réaction que je voulais, là. Ouais, c'est ça. Genre, il y a des gens qui seraient frus, mais toi, j'imagine que tu vas être content. Moi, j'étais content, mais en même temps, j'étais totalement sous. Fait que j'étais tellement stressé aussi parce que, bon, c'est ça, c'était la première fois quand j'ai fait des courts-métrages, c'était vraiment. Comment je pourrais expliquer? C'était tellement un peu, pas juvénile, mais c'était tellement fait tout croche, tellement amateur que je me. Je sais pas, j'ai pris une chance, je l'ai envoyé à Space, puis j'arrête. Il a dit, OK, on va le présenter, mais il avait averti le monde que ce qu'il allait montrer, ça allait être quand même un peu tough. Puis moi, c'est ça, je me dis, OK, un court-métrage de 10 minutes, je sais pas, je dis, il faut que j'en montre le plus que je peux en 10 minutes. Je vais essayer de faire vomir du monde en 10 minutes. Fait que c'est un peu, mais c'est ça, j'étais plus jeune à l'époque, là. Aujourd'hui, j'étais un peu plus vieux, j'étais un peu plus sérieux. Mais à l'époque, c'est ça. Je voulais comme prouver que je pouvais faire des choses totalement. T'étais arrogant, mais je pense que les artistes, quand ça commence, tout le monde est un peu arrogant. Là, tout le monde veut faire de quoi de marquant. Oui, mais ça a marché. Oui, clairement. Je voulais pas un procès, par exemple. C'est ça, ça peut trop bien marcher à certains égards, mais. Je n'aurais pas souhaité un procès, puis c'était pas mon objectif que je visais, là, mais fait que, on peut dire que c'est juste drôle comme quand dans le livre, je l'explique comme quoi que du sirop de maïs avec du colorant alimentaire, 2-3 cicatrices, 2-3 coupures, puis que tout ça, ça se ramasse. Si j'avais su que ça allait se ramasser en procès, genre 5 ans plus tard. Mais c'est ça. Ce qui est drôle aussi, tu reviens là-dessus à la fin du livre aussi, c'est genre que si on te compare avec ce que tu fais aujourd'hui, c'est presque. Tes effets sont vraiment moins aboutis là, à cette époque-là.
Si j'avais à le faire aujourd'hui, si j'avais à reproduire le Inner Depravity avec, mettons, les techniques que j'ai acquises depuis les dernières années, là, je pense que j'irais encore plus loin. Parce que dans le temps, j'étais aussi limité avec mes connaissances en effets spéciaux. Ouais. Donc, il y a certaines choses que j'aurais aimé faire, mais je connaissais pas les techniques, j'avais pas assez d'expérience. Mais aujourd'hui, c'est sûr, ça serait encore totalement plus fou. Mais en même temps, comme j'ai dit, j'ai un peu passé à autre chose. Tout mon temps est consacré à mon travail, mais pas à mes projets personnels. Mes projets personnels, j'en fais rarement, j'ai comme plus le temps. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y a un coin de ta tête qui te dit que tu aimerais peut-être se retourner à la réalisation éventuellement? Non, c'est vraiment pas mon domaine. J'ai comme beaucoup d'idées, mais réaliser, c'est carrément... Je préfère être en arrière de la caméra, faire mes effets, mais réaliser. Puis en même temps, dans mes courts-métrages, dans mes photos, j'incarnais le personnage. Donc, je jouais le personnage, je faisais des effets spéciaux, plus je réalisais. Fait que c'est un peu too much. Mais non, c'est pas... je sais pas, peut-être en collaboration avec quelqu'un, mettons, avoir bien de l'argent, je ferais peut-être un long métrage Inner Depravity, mais de quoi de plus sophistiqué, plus travaillé, puis en collaboration avec un réalisateur d'expérience, parce que moi, je connais vraiment bien là-dedans. C'est un peu absurde, dans le fond, que tu as subi ce procès-là à un moment où c'est que le cinéma d'horreur était particulièrement tourné vers une esthétique de torture puis de violence graphique. On pense notamment à la saga Décadence qui, dans ces années-là, sortait un film à chaque année, à chaque Halloween, c'était vraiment récurrent. Puis là, la saga, ça revient de plus en plus belle. On a eu un film il y a 2-3 ans, puis là, il y a un nouveau reboot avec Samuel L. Jackson, puis Joshua qui s'en vient, d'ailleurs, qui va sortir ce mois-ci. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce gars en général, juste par curiosité? Parce que c'est comme un peu l'espèce de saga emblématique de ce courant-là. Là. Ben oui, tu sais, comme Décadence, c'est sûr, au tout début, quand c'était c'était l'effet de surprise aussi, c'était original. Aujourd'hui, bon, c'est un peu répétitif. Mais comme j'ai dit, je ne traite pas tant tout ce qui est nouveauté d'horreur. Moi, je fais encore plus les classiques, Chainsaw Massacre, les trucs de même. Mais c'est ça, c'est sûr, je m'intéresse quand même. J'essaie de me tenir au courant de ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'est sûr, pour moi, quand je pense gore, je pense à Brain Dead. Je sais pas, tu sais, il y a comme plein d'autres trucs qui se sont faits, mais je trouve ça, c'est un classique qui va être comme indétrônable pour moi. C'est rare aussi qu'on voit des films qui vont autant dans l'absurdité. Puis c'est le genre de film que je trouve qu'on voit pas nécessairement trop aujourd'hui. Je sais pas. On voit des trucs plus psychologiques, un peu justement Décadence, c'est plus la torture, mais dans du gros gore, genre un peu qui fait quasiment série B. Brain Dead, pour moi, c'est un peu indétrônable. Plus récent, dans le même genre aussi, il y a eu Cooties. Je pense que c'est canadien. C'est ça, je me tiens pas assez update de tout ce qui se fait de nouveau. En tout cas, d'après moi, t'aimerais ça, c'est... c'est quoi, Disney? Cooties. Tu sais, comme quand t'es tu sais, quand t'es à la petite école, là, tout le monde dit you got a Cooties, là. C'est comme en tout cas... La plague. C'est avec Elijah Wood. Oui, c'est ça. Avec, puis comment il s'appelle le gars qui tue Dwight dans The Office? C'est ça. C'est ça. Puis en gros, c'est des professeurs qui se retrouvent en plein milieu d'une attaque de zombies, d'enfants, dans le fond. C'est tous les enfants de l'école qui se mettent à les attaquer, mais c'est absurde un peu comme Brain Dead. Tu sais, c'est vraiment une comédie. Oui, je vais retenir ça. Ouais. Mais sinon, il y a aussi la série là, Ash versus Evil Dead. Ouais. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool parce que justement, ils s'en vont dans le... C'est vrai que j'avais oublié celle-là, mais c'est ça, dans le gore. Parce que ce qui est le fun dans ces films-là, c'est que oui, je suis intéressé à essayer de comprendre les effets, comment ils ont été faits, mais en même temps, c'est tellement drôle. Tu comprends, c'est pas des films sérieux où est-ce que des fois, tu t'embarques pas parce que, bon, l'histoire est mal écrite ou c'est trop prévisible ce qui va se passer. Mais dans des films gore de même,
c'est quelque chose que je trippe un peu plus parce que justement, c'est comme un film, tu t'amuses en voyant des trips, puis Et ça, on est au podcast, on est des fans de la saga Evil Dead. Là, on l'a bien établi au premier épisode avec Steve Villeneuve, justement. Ouais. C'est ça, mais il y a quelque chose de particulier, justement, que il y a ce côté vraiment grand guignol aussi dans le gore. Il y a le côté comme vraiment plus psychologique, plus dérangeant, mais il y a vraiment tout le côté aussi décomplexé. Puis les deux font partie du même genre. C'est un peu étrange, cette espèce de dichotomie. Mais même l'idée de genre en général, on pourrait débattre sur sa pertinence puis sur à quel point c'est utile de diviser les films selon des genres précis, puisque même le genre de l'horreur en tant que tel, ça peut tellement être vaste. C'est quoi le film aussi? C'est une longue série, c'est des marionnettes. Puppet Masters? Puppet Masters, c'est ça. J'ai vu... Non, c'est une grosse série. Si c'est bien Puppet Master. Ben, Puppet Master, il y en a genre 20. C'est ça. OK, c'est Puppet Master, mais la dernière édition de Fantasia est en vrai, là, donc il y a 2 ans. Il y en a sorti. Il y avait Strike. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça bon. J'avais jamais écouté rien de ça. Puis ça aussi, c'est gore en maudit. C'est des petites marionnettes là, qui... Puis c'est comme une comédie. Ça, c'est tellement série Z, les Puppet Masters. C'est fait par un dude qui s'appelle Charles Van, qui s'est accompagné Full Moon Feature, qui font des films avec genre 3 bouts de ficelle. Là. Durant le confinement, c'est lui qui a sorti le film Corona Zombie, là, qui a eu une petite hype et qui était vraiment ridiculement poche. Mais ouais, des marionnettes nazies qui tuent du monde, c'est magique là. Sinon, Hellraiser. T'en parles dans ton livre, t'en as parlé tantôt. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce que c'est tout, ça a commencé fort, puis là, ça a pris, depuis une couple d'années, ça a pris une petite drop. Je ne sais pas si c'est au courant encore. Ils ont sorti un dernier, je pense, Judgment, ça, ou je sais qu'ils ont sorti un dernier récemment. Ben, moi, j'ai décroché, ça fait longtemps, mais le dernier, j'avais écouté, c'est quelqu'un qui était sur Internet, il trouvait ses victimes sur Internet, là, mais ça avait, là, c'était comme, donc, mais on s'entend que le premier puis le 2, tu sais, à la limite, jusqu'au 4, j'ai quand même aimé ça, mais c'est sûr, c'est la vibe du premier puis du deuxième sont durs à battre. Mais je sais pas, j'aimais le côté sérieux de la chose. Tu sais, quand que les Cenobites arrivent, quand Pinhead arrive, c'est sûr que bon, quand tu le réécoutes aujourd'hui, ben ça pas que ça a mal vieilli, ben c'est sûr, ça peut aussi la même. Ça a pris un petit coup de vieux, c'est sûr. Mais... Ouais. Quand tu regardais ça début 90. Mais je pense que c'est la vibe qui était comme très, très dark, très un peu fétichiste. Puis côté de torture, la souffrance, la torture, le plaisir, la douleur. L'esthétique était comme impeccable. Là, les maquillages, les effets spéciaux de fou aussi là-dedans. Cenobite, là, comme personnage, je trouvais tellement... Tu sais, Freddy, oui, t'es intéressant, mais en même temps, tu y crois pas. Il est humoristique, tu sais, il s'en vient avec ses griffes, puis bitch. Tandis que Hellraiser, je sais pas, les autres, les Cenobites arrivaient, puis sont super sérieux, puis l'ambiance était plus lugubre, plus malsaine un peu. Fait que, il y a tout le jeu autour de la religion aussi, là, que les Cenobites, c'est comme... à la base, le mot Cenobite, ça vient comme d'un ordre religieux de je sais plus trop où, puis eux, ils agissent comme vraiment des prêtres de Léviathan, là, qui... Puis chaque personne devient le maître de son propre enfer. Je crois que c'était la bête, c'était ça aussi. Tu deviens ton maître de ton propre enfer, bref. Fait que je trouvais ça intéressant quand j'étais plus jeune versus tous les autres films d'horreur qui étaient un peu plus pas redondants, mais on dirait que les personnages, OK, Michael Myers, ça passait, mais je sais pas. Hellraiser, j'ai tout le temps. C'était plus l'esthétique, là, que c'était pas des méchants qui courent après du monde avec un couteau. C'était plus qu'ils apparaissaient d'un univers parallèle, puis ils venaient te chercher, puis après, pouf, on s'en va. Toi, est-ce que c'est comme j'imagine que tu aimerais ça travailler sur une créature comme ça, comme le Cenobite, éventuellement. Ben, tu fais des trucs un peu similaires à ça dans ton travail. Est-ce qu'il y a comme un effet spécial que tu te dis, genre, ça, c'est comme
J'ai juste fait un truc parce que dans les projets personnels, j'ai plus vraiment le temps, comme je te dis, d'en faire. Pour ça, dans les projets, quand je travaille sur d'autres projets, c'est ça. J'ai pas vraiment je décide pas réellement de ce que le réalisateur veut. Mais pour Maleficia, je sais pas si tu connais un peu Maleficia. Oui. J'ai fait quelques trucs pour quelques années avec eux. Puis, je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans, j'avais fait un personnage. Ils me laissaient carte blanche pour créer des personnages dans chaque pièce. Puis, j'ai fait justement 2 Cénobites. J'ai dit, OK, je vais m'amuser, je veux absolument faire des Cénobites. Fait que j'ai fait comme 2 jumelles qui sont siamois, sont attachées, puis ils se détachent. Puis avec la fille Kelly avait fait tout le costume, puis on a fait vraiment toute l'esthétique avec les crochets qui rentrent. Fait que ça a été vraiment comme mon petit dada, là, parce que j'avais tout le temps de faire des personnages la même. Puis en même temps, c'est ça. Comme projet personnel, on s'entend que c'est beaucoup de travail, puis j'avais pas le temps. Tandis que là, c'était pour un projet, puis en même temps, j'avais carte blanche. Donc, je me laissé aller à fond. Mais je sais pas si tu as vu les photos, si tu vas sur mon Instagram, tu les vois. Oui, c'est ça, mais quand tu l'as dit, j'ai fait genre, oui, j'ai comme flashé que c'était ça, que c'était un hommage un peu. C'est sûr que j'aimerais en faire plus, mais bon, c'est passé beaucoup de. On s'entend que faire des sessions comme ça, tout le moulage, la sculpture, c'est quand même c'est quelques semaines. Là, donc, je peux pas vraiment faire ça sur le coin d'une table. Me dire, je vais faire ça pour la semaine prochaine. Puis, dernier truc, parce que je pense que si on ne te le demande pas, les gens vont se demander pourquoi, parce que tu en as parlé, mais Texas Chainsaw Massacre. Ton personnage, en fait, dans Inner Depravity, il y avait quand même une inspiration aussi, je pense, là, avec l'espèce de masque en peau. Là. Ouais. Un peu Ed Gein, j'ai lu beaucoup sur Ed Gein, puis on s'entend qu'Ed Gein, c'est comme l'inspiration de plusieurs films d'horreur, dont justement Texas Chainsaw Massacre pour le masque, puis la maison. Dans le premier, je parle avec l'ameublement qui était conçu avec des membres humains. Mais c'est ça, c'était Chainsaw Massacre, oui, mais c'était beaucoup Ed Gein. Ed Gein, pour moi, ça a été. J'ai acheté un livre sur eBay il y a une couple d'années qui a été écrit par le juge qui était à son procès. C'est comme, pour moi, c'est un personnage qui est tellement. Pas juste mystérieux parce que le gars était juste, il avait un problème, on s'entend, plusieurs problèmes, mais je sais pas, c'est son univers, comment que sa maladie mentale l'a transformé en un personnage qui était une inspiration pour beaucoup de films d'horreur, mais comment qu'une personne peut virer comme ça avec il y avait tout pour, comment je peux expliquer, tous les ingrédients. Tout ce que cette personne. Tous les ingrédients pour incarner le personnage le plus fucking horrifique. Mais en même temps, le gars était un peu, il est un peu lent, on s'entend, c'est un gars, un peu l'idiot du village. Puis lui, il voyait pas nécessairement le mal qu'il faisait. Il voyait pas nécessairement ce qui était dérangeant dans ce qu'il faisait, tu comprends? Fait que c'est ça qui rendait en même temps le personnage quasiment attachant parce que lui, il était un peu naïf derrière ça, dans tout ça. Puis pourtant, il était l'emblème du personnage le plus maléfique. Fait qu'on a tendance à coller une étiquette. OK, ce gars-là, c'était un démon, whatever. Mais le gars, lui, en tant que tel, il savait quasiment pas pourquoi il faisait ça. T'sais. Il était comme pas conscient, lucide de ce qui l'amenait à ce qui poussait à faire ce qu'il faisait. Fait que c'est un personnage pour moi qui est Ed Gein, qui est emblématique. Toi, dans le fond, tu choques les gens au cinéma. Qu'est-ce qui te choque au cinéma? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ce qui me choque, c'est, tu vas rire, c'est genre Occupation Double. Ah oui, c'est ça. Je me dis comment tout ce qui est télé-réalité, je me dis, tabarnak, je comprends pas, ça me fâche. Ça me fâche. Je me demande comment qu'on peut, en tant que société, être aussi veg pour embarquer dans des je sais que c'est un jeu, tu sais, c'est pas parce que tu joues là-dedans que t'es colon, là, mais, c'est la culture du vide à son maximum. Je pense qu'aujourd'hui, la culture du vide, c'est ça, je me flash les totons puis je deviens une célébrité sur OnlyFans. C'est tabarnak que je me dis,
Ça me frustre. Fait que voir de la fiction, des trucs absurdes ou intelligents, whatever, fait que, voir des films les plus grotesques, je serais pas fâché, mais si j'ouvre la télé et je vois Occupation Double, je viens en tabarnak. Mais c'est une excellente réponse, je pense, parce que justement, je pense que ça va rejoindre beaucoup de gens aussi de notre public, là, que justement, il y a quelque chose de vraiment, il y a quelque chose de vraiment dégueulasse dans le fait que il y a cette glorification-là du vide, alors que quand il y a du monde qui font de l'or, puis même si ça a un côté justement plus macabre, on va dénoncer ça alors qu'il y a des choses tellement plus dégueulasses qui se font. Là. Exactement. Non, je sais pas, c'est en même temps, nous, ce qu'on fait, c'est de l'art, on ne peut jamais me faire à croire que dans la culture du vide, qu'il y a de l'art là-dedans. Pour moi, de l'art, c'est quelque chose qui dénonce, qui est émotif aussi. Le vide, tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui est télé-réalité, toutes ces conneries-là, c'est du jeu, c'est de l'amusement, mais c'est pas de l'art. C'est du divertissement, OK, mais il n'y a rien d'artistique là-dedans. Oui, absolument. En finissant, est-ce qu'il y a des choses que tu as pluguées? Sinon, il y a la série Portrait Robot, j'ai travaillé dessus, mais sans ça, Patrick Sénécal, ceux qui ne l'ont pas vu, tout le temps, pour les fanatiques de Patrick, c'est sûr, c'est tout le temps intéressant. Ah oui, tu peux me suivre sur Instagram, Rémi avec un YFX. Puis sinon aussi, avec ma copine, on a parti des trucs, on fait pour les gens qui trippent un peu horreur, décoration horreur. On fait plein de trucs, des pots à fleurs en ciment, en crâne, des cervelles. Sinon, là, on vient juste de sortir une colonne vertébrale que tu peux mettre ton crâne dedans avec des fleurs, des plantes, je veux dire. Donc, sur Bones and Bunny, c'est Bones and Bunny. Sinon, si vous allez voir sur mon Rémi FX, vous allez trouver des photos puis le lien. Puis, on met des liens pour tout ce que tu plugues dans nos descriptions et dans l'article sur Québec, évidemment. Fait que, Rémi Couture, merci. Oui, merci. Puis, c'était vraiment un plaisir de te parler. Puis, on te souhaite la meilleure chance dans ce qui s'en vient. Puis, évidemment, on encourage tout le monde aussi à se procurer le livre Les maquilleurs de l'horreur. Je vais parler plus longuement dans le segment des recommandations. Mais c'est aussi une bonne occasion d'encourager ton travail puis d'encourager aussi les éditions ADA qui ont perdu bien de l'argent avec l'affaire des Van Gogh Book et tout ça. Fait que c'est toujours le fun de pouvoir mettre la main à la pâte pour encourager l'art macabre au Québec. Bon, je vous remercie à vous deux. Puis on va se reparler probablement dans un futur proche. Oui, absolument. Pour introduire le segment des recommandations, on a un invité spécial, en fait, pour nous parler de la saga Décadence. Oui, Simon Lefebvre, qui est collaborateur avec nous chez Horreur Québec. Puis Simon, il a fait une rétroaction de tous les Décadences dans les dernières semaines. Allô, Simon? Allô, vous allez bien? Oui, on va bien, toi? Oui. Donc, tu viens nous parler un petit peu des Décadences aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, j'ai fini de les réécouter hier ou avant-hier, je me souviens plus vraiment. Mais oui, avec un nouvel œil critique, je me suis rendu compte qu'il y avait des suites qui étaient vraiment moins bonnes que je me souvenais. C'est le genre de film qu'on regarde au cinéma quand il sort et qu'on ne regarde plus après. Hein. Oui, c'est ça. Je les avais tous vus au cinéma. Chaque année, j'y allais avec une de mes amies. Comme c'était tout le temps autour de l'Halloween. Fait que c'était comme un bon moment pour y aller. Puis dans le temps, je travaillais dans les clubs vidéo. Fait que quand ils ressortaient en DVD, c'est sûr que je les réécoutais. J'avais des locations gratuites, c'était bien fun. Mais nice. Fait que je les ai vus quelques fois. Puis, mais ça faisait un petit bout là, que je les avais pas réécoutés. Puis le 4e, le 5e, c'était un peu long. J'ai passé un bon bout de temps sur mon cellulaire. Sinon, le premier, c'est sûr que c'est comme un classique. Il est encore très bon. Même si tu connais encore le twist à la fin, tu es encore surpris et tu es comme « Ah, wow! » Il est tellement bon que tu as encore des frissons. Mais vous autres, je sais pas si vous avez écouté, puis c'est quel votre préféré? Commence donc, Louis. Moi, je me suis pas rendue jusqu'à la fin. Ah non? Je pense que j'ai vu les 5 premiers. Mais ce que j'ai fait, moi, je suis pas une grande fan de films gore. Tu sais, bon, qu'il y ait du gore dans des films, c'est correct, là.
Mais un film dont l'objectif, c'est d'être le plus gore possible, ça me lève un peu le cœur, tu sais. Puis j'ai eu la bonne idée à un moment donné de dire, tiens, je vais tout écouter les décadences qui sont sorties un après l'autre. Ça fait longtemps, ils n'étaient pas tous sortis. Ça a été une expérience un peu lourde. Puis c'est ça. Après ça, j'ai pas réécouté les autres. Mais mon préféré, ça reste le premier quand même. J'aime le fait que ce soit moins extravagant. Tu sais, c'est plus quelques personnes. Puis il y a moins de personnages. On est plus dans la psychologie. Il était très low budget aussi, là. Ah, OK. Ça explique. Ouais, moi, pareil, honnêtement, c'est pas une saga qui est tant cher à mon cœur. C'est pas des films que j'ai vus et revus par le passé. Sauf que, évidemment, un peu comme toi, Simon, moi, j'étais le public cible quand c'est sorti. Ces films-là, à chaque Halloween, j'y allais au cinéma, puis je me tapais le décadence de l'année. Mais ouais, ça a toujours été des films qui ont été des films, pour moi, vraiment des films de salle. Contrairement à toi, je ne les ai jamais vraiment revus à part quand ils sortaient en salle, peut-être à part pour le premier ou le 2, parce que peut-être qu'à l'époque, j'avais peut-être 12-13 ans, fait que je n'étais pas encore tout à fait apte à aller les voir, mais je pense qu'à partir du 3, je les ai tous vus en salle, puis c'est pas la seule fois que je les ai vus. C'est exactement ça. Les 2 premiers, je ne les ai pas vus au cinéma, le 3e, j'étais assez vieux pour y aller. Là. Ouais, puis c'est une saga qui est intéressante parce que pendant des années, ça sortait à chaque Halloween, c'était vraiment un récurrent. Puis là, après ça, on pris une grosse pause. Puis là, ils sont revenus en 2017 avec Jigsaw. Puis là, après ça, ils ont arrêté. Puis là, ici, là, en ce moment, il y a Spiral qui va sortir dans quelques jours. Puis ça va être un reboot qui paraît. Là. On sait pas trop. Ouais, c'est ça. J'ai quand même hâte parce que Jigsaw, le dernier en 2017, ils ont comme enlevé la partie dark, puis ils se prenaient comme pas au sérieux, puis les réactions, des fois, je suis comme, pourquoi c'est drôle? mais non, c'est ça, puis j'ai hâte de voir le prochain, c'est ça, justement, il a l'air plus dark que le dernier qu'ils ont fait, puis que l'autre d'avant aussi, celui en 3D. Puis toi, après avoir tout revu les films, est-ce que tu as un petit classement? Est-ce qu'il y en a que tu trouves qui sont supérieurs, il y en a qui sont plus à rejeter? C'est quoi ta vision de la saga? Ben, c'est ça. Moi aussi, c'est sûr que le premier il est comme dans mes tops, mais j'ai comme un petit faible pour le deuxième. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont comme élevé. Il y a plus d'action que le premier aussi. Il est un petit peu plus gore. Moi, c'est comme le deuxième, mon préféré. Puis sans les réécoutants, je me suis rendu compte. Dans mon souvenir, le 5e était bon. Dans le réécoutant, j'étais comme, mon Dieu, ça me tombe pas d'allure, ce film-là. Il y a le personnage qui parle souvent, le personnage principal qui parle souvent tout seul. Puis ça, c'est comme, j'ai étudié en cinéma, c'était comme une des premières choses qu'ils nous ont appris là, quand vous écrivez un scénario. Faites pas parler vos personnages tout seuls, parce que personne ne fait ça dans la vraie vie. Là, je l'écoutais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, un peu plus, il se retourne et regarde la caméra, puis on est dans un hangar. Exactement. C'est exactement ça, je pensais. Puis, mais ils se sont repris après avec le 6e, qui était vraiment meilleur que les 2 autres. Puis après ça, avec le dernier en 3D, là, il était temps que ça finisse. Là. Puis, est-ce que tu as des attentes? Tu disais qu'il y avait l'air de changer un peu de ton. Est-ce que le fait que ça soit fait par Chris Rock et Samuel L. Jackson, c'est pour toi, ça... C'est ça qui m'inspire le moins. Je sais pas je sais pas qu'est-ce que Samuel L. Jackson va sortir dans ce film-là. Ça va être comme un Snakes on the Plane ou... Ouais. Mais la question se pose, I'm tired of this motherfucking trap on this motherfucking... Mais c'est le même réalisateur que 2, 3, 4. Fait que je suis comme, OK, il y a un peu d'espoir. Il connaît la série. J'ai essayé de pas trop écouter les bandes annonces, c'est sûr, parce que ces temps-ci, il spoil tout dedans. Là. Mais non, à date, parce que je me rappelle, j'avais écouté la bande-annonce de Jigsaw quand il est sorti, j'étais comme, oh, ça m'inspirait pas. Là. Puis celui-là, j'ai hâte. Le nouveau, j'ai quand même hâte de le voir. Là. Avant qu'on parle, vous autres, est-ce que vous aviez des pièges préférés de la série? Bonne question. Si je peux commencer, moi, le seul qui me vient en tête, en fait, c'est vraiment l'espèce de piscine de seringue. Et je pense que pour plusieurs, c'est le plus marquant, là, parce que tout le monde, genre Chloé, tout le monde a eu ta réaction, je pense. c'est le truc là qui fait ça c'est comme la twist qu'on n'est pas bien parce que on peut comme un peu, même si personne n'a vécu ça, je pense qu'on peut peut-être un peu relate, on peut peut-être s'imaginer un peu, puis tandis que se faire arracher un bras, tu sais, au-delà de comme d'avoir peur d'avoir mal, tu sais, il y a pas
n'y a pas ce côté-là vraiment incisif. Puis non, la piscine de seringue, là... On a tous eu des vaccins, fait que... on sait c'est quoi, là. On va tous l'avoir encore. Oui. Il y a le côté contamination, maladie aussi, là. Tu sais, une seringue, c'est pas propre, là. Tu veux pas te rouler là-dedans, là. Moi, j'ai un vague souvenir d'une torture avec des engrenages. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est un homme qui est pogné sur quelque chose puis il y a des engrenages qui tournent. Ça lui tourne les bras et les jambes. Là. Ouais, je pense que c'est celle-là. Ouais. Celle-là, ça m'avait... Sinon, la piscine de cochon dans le 3e qui m'avait vraiment le cœur. Ouais, en effet. Ouais, c'est hardcore, ça. Que de bons souvenirs. Ah oui. Mais voilà les pouvoirs de nouveau. Ben, c'est un reboot, fait que je suis pas obligée de me taper les derniers. Ouais, peut-être. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des clins d'œil et des choses comme ça, vu que c'est le même réalisateur, puis ça s'inscrit quand même dans une saga. Là. Ouais, je pense que c'est quand même bien de les avoir à l'esprit. C'est ça, dans le résumé, il parle de ça rappelle des crimes de la ville. Fait que je suis comme, OK, on va savoir comme des petits flashbacks aux autres films ou quelque chose comme ça. OK. Ouais. Moi, ça va être mon comeback au cinéma. Fait que j'ai bien hâte. J'avoue que depuis la pandémie, moi non plus, je peux faire grand-chose. En plus, habitant à Québec, on est tous fermés en ce moment. Fait que... C'est ça. Mais là, on va peut-être aller voir la recommandation d'Éric tantôt. Il nous a recommandé un film. Ça sort quand? Pardon. Le 14 mai. Oui. 14 mai. Ah! 14 ou 15, chose. Mais ouais. Okay. Avec on a ce qu'on pour pouvoir aller en salle le 14 mai et découvrir ça. Oui, j'espère. Très cool. On encourage tout le monde dans les lettres à rétrospective des rembobines sur la saga des Ça. Oui, ça achève, là. Ça achève. Puis ça vous permet peut-être de redécouvrir un peu les films sans avoir tout vous les retaper d'ici à Spiral. Ouais. Vous avez sauvé un bon 7 heures. Cool, merci Simon. On poursuit maintenant avec les recommandations. Raphaël, quelles sont tes recommandations du mois? Moi, en fait, je vais rester dans la thématique de l'entrevue. Là. En fait, ceux qui ont écouté déjà le bout avec Rémi Couture, vous êtes spoilés. Je vais parler du livre, en fait, Le maquilleur de l'horreur, justement de Rémi Couture avec Charles-André Marchand, sorti dans la collection Injustice aux éditions ADA. Vraiment très, très intéressant de lire l'histoire de Rémi Couture comme de son point de vue. Parce que, veut pas, l'histoire de son procès, ça a été beaucoup vu par la loupe des médias et des textes d'opinion de gens qui ne connaissaient pas nécessairement tous les détails. Puis avoir le point de vue de Rémi sur la chose, c'est vraiment un plus. Puis en plus, vu qu'il fait ce texte-là justement plusieurs années après son procès, puis après avoir été acquitté, ça se veut aussi une espèce de lecture de la réception de son procès dans l'univers médiatique, puis de comment ça a été reçu, puis comment ça a été discuté. C'est vraiment intéressant. On apprend vraiment beaucoup plus comment ça s'est passé dans sa tête à lui, puis comment ça s'est développé. Puis il y a des bouts, c'est vraiment choquant, là, c'est vraiment kafkaïen, là, on se le cachera pas. Là. Son procès, c'est quelque chose de vraiment absurde. Là. On en a parlé de long en large, mais c'est vraiment intéressant. Puis en plus, je vous encourage d'autant plus à l'acheter parce que c'est les éditions DA qui ont souffert avec toute la controverse d'Yvan Godbout et son procès, qui ont dû fermer, perdre ils ont perdu plein d'argent à cause de ça. Puis ça peut leur permettre de se remettre un peu back on track, de consommer leur sortie. Donc, ce livre-là avec Rémi Couture et également le prochain Yvan Godbout qui va sortir très prochainement. On vous encourage. C'est ma suggestion là-dessus. Puis ma suggestion de cinéma, évidemment, on en a parlé durant le podcast, c'est Aftermath de Nacho Cerda, le film que Rémi nous a conseillé. Court-métrage d'horreur espagnol, sorti en 1994. Ça dure à peu près une demi-heure. C'est trouvable relativement facilement sur YouTube même, honnêtement. Là. C'est sûrement pas légal, mais c'est trouvable sur YouTube. C'est vraiment spécial comme film. On parlait de choquer au cinéma avec Rémi, puis on est vraiment là-dedans. Là. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour brasser la cage puis montrer des choses que normalement on montrerait jamais, qu'on verrait pas. On se cachera pas. Nacho Cerda, quand il est sorti en 1994, c'était probablement le seul cinéaste qui avait
qui a fait un film de la sorte. Tout est vraiment montré de manière explicite, mais c'est avec des trucages, évidemment. Puis il y a vraiment il y a pas de dialogue, il y a rien. Il y a vraiment une lourdeur, il y a vraiment quelque chose de spécial à travers ça. C'est dur de voir un peu les thématiques explorées, mais il y a clairement le côté, toute l'espèce de répulsion qu'on a de la mort, puis la peur qu'on a de la mort, l'espèce d'attirance que ça peut développer chez certaines personnes. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans ce film-là. C'est pas à mettre entre toutes les mains, mais si vous êtes capable d'en prendre puis que vous avez envie de comme voir une démonstration technique d'effets spéciaux puis de voir quelque chose qui va vraiment vous relancer, là, qui va vraiment vous dégoûter puis qui va vraiment vous faire vous questionner, c'est à conseiller. C'est, comme je disais, c'est une demi-heure puis ça choque. Là, ça choque. OK. Bon, moi, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais je vais probablement, par curiosité, aller jeter un coup d'œil aussi. Toi, tes recommandations, c'est quoi ce mois-ci? OK. Ben moi, d'abord, je suis allée avec le thème de du podcast, donc le gore. J'ai cherché un film gore que j'aimais beaucoup, puis j'ai pensé à Game of Death, qui est sorti en 2017. C'est 2 réalisateurs québécois. Ça avait passé à Fantasia, j'avais capoté sur ce film-là. En gros, c'est l'histoire d'une gang d'adolescents un peu imbéciles qui trouvent un jeu de société, évidemment, tu sais, un peu à la Jumanji. Ouais. Ils commencent à jouer, puis ils se rendent compte que il faut qu'ils tuent un nombre précis de personnes, sinon leur tête explose toutes un à la suite de l'autre. Donc, c'est les effets de la tête qui gonfle puis qui explose sont très intéressants. Puis surtout, absolument, c'est à ne pas manquer si vous voulez voir une scène de tuerie avec comme trame sonore une chanson des bébés. Wow! Ouais, c'est extraordinaire. C'est génial. Donc, ça, c'est ma première recommandation. Ma deuxième recommandation, c'est un film que j'ai vu la semaine dernière que je peux pas ne pas recommander. Ça s'appelle Cocody Cocoda. Ça n'a pas rapport avec le gore vraiment, là, mais c'est extrêmement dur à regarder. Regardez pas ça si vous êtes déprimé, là, parce que c'est lourd. J'ai lu que c'était un peu un mélange entre Groundhog Day puis The Babadook. Mais ceux qui n'ont pas aimé, The Babadook, on n'est pas dans le même style du tout, mais en tout cas, sans vouloir vendre de punch, allez le voir quand même, c'est très intéressant. C'est un couple qui va essayer de pas rien lire dessus avant. Donc, je vais vous en parler un peu sans vous spoiler rien. Mais c'est un couple qui se retrouve dans la forêt puis qui va revivre encore et encore la même situation dramatique. Puis ils vont devoir trouver une solution pour s'en sortir. C'est un film suédois qui est sorti en 2020. C'est disponible sur Shudder. Et voilà, je le recommande chaudement. Bon, ben, en tout cas, c'est intriguant. C'est comment tu le décris. J'ai très hâte de voir ça. Bon, ben, c'est cool. Ça met fin un peu à notre épisode. Merci à tous d'avoir écouté. On se revoit le mois prochain pour notre prochain épisode qui va sûrement parler de Conjuring. Ouh. Donc, merci à tous et à la prochaine.